Pour moi, le grand enjeu, c'est que nous manquons d'élan collectif. Qu'il n'y a pas de projet clair et concret pour les États, pour certaines organisations, et que comme on n'est pas clair sur ces projets, en fait, on s'enferme dans des logiques qui sont des logiques tactiques ou stratégiques, autrement dit des mesures concrètes qu'on essaie de prendre ou des réactions à des événements d'actualité, sans être clair sur vers où on veut aller. Et ça pose problème dans un champ de complexité qui est celui qui est au cœur de tous ces entretiens, parce que sans élan, sans direction au milieu de la complexité, on se retrouve perdu et on se concentre sur le très court terme et une forme d'activation de notre capacité à faire et à nous agiter. Pour moi, ça vient de deux choses. Une première chose qui est une angoisse face à l'incertitude, qui est une angoisse qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Simplement, aujourd'hui, notamment avec l'ensemble des moyens digitaux dont on dispose, l'accès à l'information pour la plus grande partie de l'humanité s'est élargi de façon significative. Au XXe siècle, au XIXe et au XXe siècle, l'augmentation de cette capacité à percevoir un monde beaucoup plus large était déjà présente, mais on était encore dans l'illusion qu'on allait contrôler notre environnement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on est en train de perdre cette illusion, on se rend compte que l'imprévisibilité est partout, et que du coup, en accédant à davantage d'informations et une plus grande perception d'imprévisibilité, eh bien, on renforce notre angoisse. Et l'autre dimension, c'est une perte du sens du sacré. Alors, c'est pas la question de la spiritualité qui est en jeu. La spiritualité était une réponse à ça. Mais ce que j'appelle ici le sens du sacré, c'est une dimension d'élan, de projet collectif qui était un peu, on va dire, intrinsèque à une culture, quelle que soit la spiritualité, mais à des cultures fortes, des cultures locales fortes. Si on perd cette dimension-là, une dimension qui est transcendantale à l'humanité, pour se recentrer sur des éléments d'immédiateté, eh bien, on renforce l'angoisse et on perd cette capacité à faire ensemble. La dynamique justement de suprématie de la raison, de logique de contrôle très présente dans la période dite de la modernité, a conduit à cette dilution du sens collectif et d'une dimension transcendantale. On pourrait schématiser, et c'est évidemment assez grossier, mais de dire que on passe de société avec un S à la fin avec des représentations spirituelles transcendantales, de projets collectifs assez structurés, dans un monde dont on a l'impression qu'on va le maîtriser de mieux en mieux, à une période qui est une période où l'incertitude revient de façon massive, sans dimension transcendantale. Autrement dit, l'écart se fait de plus en plus fort entre ce à quoi je peux me raccrocher dans ma vie tangible de tous les jours et dire je sais ce qui va se passer demain matin, et une perception de je ne peux pas me raccrocher à quelque chose de plus grand. Du coup, il y a une vibration qui se crée et qui fait qu'on se retrouve dans une forme d'angoisse collective qui renforce du coup des polarisations et des rigidifications. Autrement dit, je vais essayer de contrôler davantage, au lieu de dire il faut que je lâche prise. Et finalement, je remets en cause des dimensions plus transcendantales en disant non, mais ça, c'est de l'utopie, c'est des trucs pour les bisounours, mais ça ne nous concerne pas, soyons pragmatiques. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de la transition entre la modernité et la postmodernité. C'est-à-dire comment on embrasse cette incertitude sans pouvoir nous raccrocher à nos certitudes de contrôle illusoire ou à nos certitudes transcendantales liées à des formes de spiritualité ou de sacralisation, quelle qu'en soit la forme. Alors il y a plein
penseuses excellents pour ça. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est de poser un regard systémique sur le champ dit de la complexité, et notamment le champ sociétal dont je parlais à l'instant. Si on prend la définition de ce qu'est un système, et un système complexe, notamment à travers les clés de lecture de l'école de Palo Alto et des travaux qui ont été faits à la fois pour de la thérapie et de la résolution de problèmes dans ce champ, finalement, on dit un système complexe, c'est un système avec de multiples agents à l'intérieur d'un tout qui a une finalité, on va dire, connue ou inconnue, mais dont on ne peut pas déterminer de façon claire les logiques d'interaction, puisqu'on sait que dans un système complexe, en fait, les agents interagissent entre eux et qu'il y a des phénomènes de rétroaction qui font qu'on ne peut pas, à travers une clé de lecture analytique, dire A donne B, donne C, donne D. Deuxième principe, donc premier principe, la rétroaction. Deuxième principe, le principe dit d'équifinalité. Autrement dit, je ne peux pas lier une cause à des conséquences précises ou une conséquence à des causes précises. Ma capacité d'analyse est dépassée, et en tout cas nos outils d'analyse analytique pure ne conviennent pas. Troisième principe, le principe d'homéostasie du système, c'est-à-dire que le système va chercher en permanence à retrouver un état d'équilibre, sauf s'il y a une dissonance majeure. Autrement dit, qu'il va y avoir des effets de résistance. Et puis, principe, évidemment, d'émergence, qui est que le système peut donner naissance à d'autres éléments non connus au départ, le fameux effet papillon, mais aussi la logique qui veut que, évidemment, je ne peux pas réduire un système à la somme de ses parties. Et donc, quand on approche le système de cette façon-là, sans rentrer dans des techniques très complexes, simplement, on se rend bien compte qu'on ne peut pas contrôler ce système. Et que, notamment, nos représentations de gouvernance verticale qui consistent à dire « je peux contrôler un système complexe à partir d'un point central », sont complètement illusoires, première chose. Et deuxièmement, que ce n'est pas en faisant une analyse approfondie des logiques causales qui nous auraient amené à cette situation qu'on peut trouver une solution à notre problème immédiat. Ce qui est intéressant avec la systémique, c'est qu'elle s'intéresse, non pas à faire la psychanalyse des agents, mais à comprendre la nature des interrelations, première chose, et deuxième chose, qu'elle s'intéresse à la situation présente et le mouvement présent pour se dire comment je trouve des nouvelles solutions versus les solutions qui n'ont pas fonctionné à mes problèmes actuels. Je m'ancre dans le présent de façon très forte et je me pose la question de si j'ai un problème en particulier, pourquoi j'ai ce problème et comment je le lie au futur. Et c'est comme ça qu'on fait le lien, à mon sens, entre la systémique et la prospective comme des réponses à des questions de société qui peuvent être des questions de micro-organisation à l'échelle d'une famille, d'une entreprise, d'une organisation publique, d'un État, voire des enjeux de l'ensemble des Nations Unies. Je suis toujours très méfiant avec les notions de révolution en tant que telle, parce que on a une représentation de l'avant et après. Je pense que la systémique en particulier, la prospective également, et d'autres approches qui permettent, à mon sens, d'appréhender la complexité, s'appuient sur tous les processus ou les méthodes scientifiques. C'est-à-dire qu'elle ne les nie pas. Elle dit simplement il faut intégrer dans cette dimension d'autres champs, et c'est ce que la science d'ailleurs nous a proposé avec beaucoup d'initiatives, et notamment tous les centres de recherche interdisciplinaires qui montrent que oui, on arrive à des solutions nouvelles en mixant des champs scientifiques, en sortant d'une logique académique de silo, et en ne cherchant pas forcément à être dans une logique de contrôle A allant donner nécessairement B. Donc je dirais que la science a évolué très très vite dans ce champ, mais que la révolution, c'est une révolution de mode de penser que des approches analytiques et de contrôle nous permettront de gérer la complexité.
Et on entretient ça au quotidien. On entretient ça au quotidien parce que on continue à avoir quasiment dans tous les États le mythe de l'homme providentiel, souvent un homme, qui va résoudre tous les problèmes de la nation, qu'il faut un chef et que toutes les illusions d'autres modes de gouvernance participative ne sont que des chimères pour des bobos à bonnet. C'est là, à mon avis, que se situe le hiatus. C'est de transformer nos imaginaires autour de cette manière d'appréhender ce qui fait collectif, ce qui fait organisation, et encore une fois, à l'échelle à des échelles toutes petites, famille, groupe d'amis, etc., entreprises, associations, et voire beaucoup plus largement. C'est là où je parlais tout à l'heure d'élan collectif. La question, quand on est dans un système complexe où finalement j'ai du mal à faire des relations de cause à effet, à identifier par une méthode dite rationnelle la bonne solution, la fameuse bonne solution qui serait la réponse à nos problèmes et qui exclurait toutes les autres, comment on fait pour décider ? En se réappropriant des méthodes qui datent du Moyen-Âge, et notamment des méthodes de discernement, qui au départ étaient des méthodes de discernement plutôt dans un champ de spiritualité, mais qui aujourd'hui, notamment grâce aux travaux de Laurent Falck et de Bernard Bougon et de plein d'autres, et de Virginie Lecourt, nous permet d'appréhender la décision d'une façon différente. Autrement dit, on ne répond pas seulement à une question qui est est-ce que je dois faire A ou B, mais à l'aune de quoi je prends cette décision. Le processus de décision dans un champ de complexité, du coup, ça serait un processus où on démarre par se rappeler notre finalité commune, notre raison d'être, notre élan collectif, et de le poser de façon extrêmement claire, d'effectiver ça, de le poser sur le papier, pour se dire, ok, c'est à l'aune de ça qu'on va prendre une telle ou telle décision. Ensuite, on peut reprendre des éléments, des méthodes rationnelles, scientifiques, pour analyser la situation, se dire, est-ce que je décide de A ou de B, on prend tous les éléments objectifs, tous les éléments subjectifs, éventuellement les éléments qu'on n'ose pas s'avouer à nous-mêmes, ce qu'on appelle les attracteurs dans les méthodes de discernement. Ensuite, on va vraiment faire ce travail d'avantage, inconvénient de chacune des solutions. Mais après, la question qui est clé, c'est quel est le choix qui s'impose à la finalité ? Quel est le choix qui s'impose à notre raison d'être, à notre élan collectif ? Et donc ça nous ramène dans un champ de responsabilité sur le fait d'être clair sur, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Et ça peut paraître basique, mais quand on regarde la plupart des décisions qui sont prises, aussi bien dans un champ politique que dans le champ des entreprises ou des associations, eh bien on se rend compte que souvent, la finalité, elle est là, elle est sur des affiches sympathiques, mais elle est mise de côté dans toutes les décisions opérationnelles qu'on prend au quotidien. Or, dans un champ de complexité, sans avoir une possibilité de se raccrocher à des éléments d'analyse, on va dire purement structurés, rigoureuses, analytiques, en se disant je me raccroche à la raison uniquement, eh bien il faut ramener une finalité qui est de l'ordre du pari, qui est de l'ordre de l'élan, qui est de l'ordre de quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, mais qui fait sens pour nous. On ramène du sens dans des éléments dits purement raisonnables. La prospective, c'est une philosophie de l'action. C'est ce que disait Gaston Berger, un des père de la prospective. Et philosophie de l'action, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à se mettre en action par rapport à un champ des possibles. Et bon, c'est pour ça que le lien entre ce champ de décider en complexité et de prospective, il est pour moi évident. À condition de ne pas confondre la prospective et la futurologie, à condition de ne pas croire que la prospective, ça consiste à établir des tendances et à dire « demain sera comme ça ou comme ça ». La prospective, c'est ouvrir le champ des futurs, dire « voilà le champ des futurs possibles », en fonction, évidemment, de ces tendances, des scénarios catastrophes, des scénarios de rupture, etc., pour se dire « ok,
face à ce champ des possibles, où est-ce que je ou nous désirons aller? Philosophie de l'action, sens de ma décision. Je vais prendre une décision en fonction de là où je souhaite, où nous souhaitons aller. Et c'est tout le cœur de cette démarche. Donc comment ça se passe? Comment ça se passe pour faire ça? Eh bien, on peut étudier les tendances, regarder le champ des futurs possibles. Mais à un moment donné, la question qui se pose, c'est où est-ce que je souhaite aller dans ce champ des possibles, voir comment je crée un nouveau champ des possibles, un océan bleu de futur. Ça suppose que je me pose la question de qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui me meut, comme dirait Cédric Clapiche? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Et cette direction, c'est une question du présent. Donc la prospective, elle nous permet de faire le lien entre un élan d'aujourd'hui, un élan qui, si on veut vraiment en tirer parti, doit être clair, formalisé, structuré, et un champ des possibles pour le futur. Et du coup, me mettre en action, et décider d'une stratégie. Autrement dit, la structure, c'est révéler d'abord ce qui me met en mouvement, mon élan, ma raison d'être, ma finalité, peu importe le terme qu'on lui donne. Deuxièmement, visualiser dans le champ des futurs possibles le futur souhaitable, celui que je souhaite voir advenir, et ensuite, uniquement, décider d'une stratégie. Donc à l'échelle collective, ça peut prendre plein de formes. Moi, un des sujets qui me passionne, c'est comment, à l'échelle d'un pays, par exemple la France, on peut décider ensemble et refédérer le collectif. La finalité, c'est pas seulement de fédérer le collectif, c'est de se dire comment on peut construire une société plus juste, plus cohérente, plus en commun avec le reste du monde, etc. Comment faire ça? Alors on peut se poser des questions sur quelles sont les modalités, quels sont nos programmes pour se dire oui, alors il faut qu'on fasse ça sur le social, ça sur la santé, ça sur l'éducation, ça sur notre politique extérieure. Mais je pense que c'est une erreur d'aborder le sujet de cette façon-là. Je pense que la première question, c'est de se dire quel est notre élan collectif? Quel est notre projet commun? Et c'est pour ça que la question qui se pose, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière notre constitution, au-delà des règles du jeu? C'est quoi notre projet de société? Quand je constate que 99% des citoyennes et des citoyens français n'ont pas lu la constitution, ne la connaissent pas, ne connaissent pas son contenu, je me dis, bah ok, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, quel que soit le bord politique des personnes au pouvoir, il y aura toujours de l'insatisfaction, puisqu'on n'a pas de projet commun. Et donc prendre plein de décisions tactiques sans référence à un élan collectif, ça ne peut pas fonctionner. Alors on peut me dire, oui, alors il y a liberté, égalité, fraternité. Des valeurs magnifiques, mais qui volent un peu, et qui ne sont pas suffisamment articulées, et notamment mises en mouvement, pour que ça qualifie un élan. On peut construire un élan à partir de ça, mais en tant que tel, ce n'est pas suffisant. L'élan, à titre individuel et à titre collectif, il est toujours imbibé des imaginaires collectifs. Il y a même des sociologues qui travaillent sur cet imaginaire collectif parce qu'il est toujours présent. Donc imaginez qu'on puisse faire fi de ces imaginaires et du coup rentrer dans un processus rationnel qui nous permettrait de trouver mon élan indépendant de cet imaginaire, c'est justement anti-systémique. L'élan, il est toujours nourri par ce contexte, par le système qui existe et qui préexiste. Ce qui est intéressant, c'est de pousser la démarche et de se dire, ok, si j'essaie de poser des mots dessus, de le formaliser, et pas sous forme d'un slogan publicitaire ou pour rentrer dans les cases de telle ou telle loi, et sans jugement de valeur, ni dans telle ou telle morale, c'est simplement un acte de clarification, d'effectuation, une mauvaise traduction de l'allemand chez Hegel, mais qui dit je pose devant moi, je crée un objet que je peux contempler et me dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça. Donc révéler l'élan collectif, révéler mon élan personnel, c'est finalement reconnecter à cette force créatrice de la vie qui est cette volonté de se déployer vers quelque chose. C'est l'élan vital tel que le définit Bergson.
De deux choses l'une. Soit mon élan profond, c'est un élan de domination, et la clé d'entrée, c'est déjà de l'assumer, de dire en fait c'est ça mon vrai élan, et en fait je réduis la dissonance cognitive si je me raconte autre chose alors qu'en fait je reconnais que mon vrai élan c'est la domination. Deuxième hypothèse, j'ai un problème avec cet élan de domination, ce qui est déjà un élan. C'est l'élan de questionner ça, de remettre en cause quelque chose qui en fait au fond ne me va pas. Et c'est ça qu'on cherche à qualifier ici, pour se dire quel est le vrai moteur de ma décision. La plus grande source de frottement dans les organisations, encore une fois, quelle que soit leur taille, c'est la dissonance cognitive. La tension entre je prétends que je veux faire ça, et en fait, je fais autre chose. L'idée que je me représente que je devrais être ça, et en fait, il y a autre chose qui m'anime. Révéler l'élan, c'est révéler la raison d'être, révéler la finalité, c'est de se dire, ok, comme je le pose devant moi, je me sens beaucoup plus apaisé avec ça, et je suis capable d'avancer avec ce projet de société, de couple, de famille, d'entreprise, etc., etc. Et donc ça passe par des étapes de questionnement, d'introspection, et notamment d'analyse de mon ressenti. Si je sens une dissonance, même physiquement, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Et c'est là où la force de l'objectivation, elle nous permet, quand je pose devant moi, je ne suis plus juste dans une réflexion intuitive, je pose devant moi et je dis, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Et c'est pour ça que ça a besoin d'être suffisamment détaillé et que ça ne peut pas se réduire à un slogan publicitaire. L'objet de communication derrière, ça doit venir après dans le processus. Par définition, on ne peut pas le représenter comme ça, puisque la somme des parties n'est pas le système, et que le système a en soi, en fait, une finalité, une dynamique, en tout cas, il va rechercher à garder un équilibre qui est sa propre finalité. Néanmoins, on peut trouver des points de convergence. En fait, si un système existe, c'est qu'il y a quelque part une cohérence. Ou alors le système est tellement dissonant qui finit par éclater et donner lieu à d'autres systèmes, Mais on peut trouver, effectivement, des éléments qui font système. La question, c'est de ne pas se mentir. Et souvent, par exemple, à l'échelle d'une entreprise, on a des tensions qui naissent quand on pose un élan théorique ou une raison d'être pour, par exemple, une entreprise, qui n'est pas cohérente avec ce qui est vécu en interne. C'est là que la dissonance se crée. Mais sinon, les acteurs, entre eux, trouvent un équilibre et peuvent avoir effectivement des points de convergence qui fait qu'on trouve non pas le plus petit dénominateur commun, mais un dénominateur qui est cohérent avec l'ensemble des acteurs et qui fait que là, ils trouvent un équilibre, ils se développent et la force autopoïétique du système, autrement dit, sa volonté de se développer tout en maintenant une forme d'équilibre, se déploie d'une façon positive. Et moi, j'ai la conviction profonde que quand il s'agit d'organisation humaine, nous avons besoin de clarifier cet élan. Il était clarifié auparavant par des représentations ou des croyances, qui peut encore exister, je dirais des croyances spirituelles, qui peuvent exister, bien sûr, dans plein de communautés dans le monde, mais que pour beaucoup d'organisations, notamment dans les pays de l'OCDE, ces croyances ont pris moins de place dans les imaginaires collectifs, elles sont toujours présentes, et d'autres croyances y sont substituées, mais elles ne sont pas dites, pas clarifiées, pas symbolisées, pas ritualisées, et que du coup, il y a un délitement du système qui se fait par une dissonance de perte de sens. Je crois qu'effectivement, il y a un enjeu de clarifier le sens, les projets des sociétés dans lesquelles on veut vivre, toutes les tailles de société. Et qu'en faisant ça, on apaise profondément la nature des relations, on permet à chacun et chacune d'être plus souverain, c'est-à-dire d'avoir de la place pour son propre élan personnel, et de trouver à plein d'échelles, dans des fractales organisationnelles, en fait, la possibilité d'exprimer ce qui nous met réellement en joie. Et ça fait le lien avec nos représentations
fausse de ce qui peut nous permettre d'être heureux fondamentalement, ou de connecter à la joie de Spinoza, et ce qui le permet réellement. Ce que je trouve absolument merveilleux dans ce que nous propose Spinoza, c'est de faire la différence entre les fameuses passions tristes et les sources de joie. Et si j'associe ces représentations à des études plutôt sociologiques et comportementales sur de quoi quand on pose la question à des citoyens et citoyennes du monde, de quoi avez-vous besoin pour être plus heureux, certaines des réponses spontanées, et une grande majorité des réponses spontanées, c'est j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin d'une meilleure apparence, ça veut dire avoir telle ou telle voiture, telle ou telle maison, ou tel vêtement, ou telle apparence physique, ou j'ai besoin de plus de reconnaissance. Reconnaissance de mes pairs, jusqu'au prix Nobel de la paix. Ces éléments ne nourrissent pas notre joie, mais des passions tristes par un effet de carrousel qui fait que plus on en a, plus on en veut. Les éléments qui nourrissent profondément notre joie, c'est la qualité des relations interpersonnelles qu'on a avec les autres, qui nécessitent du coup d'avoir une souveraineté individuelle et une interaction non violente avec les autres, de développer, deuxième élément, d'avoir l'impression ou le sentiment d'apprendre, de développer des nouvelles compétences. Et ce n'est pas forcément des compétences académiques, hein. C'est développer, par exemple, savoir faire des nouvelles recettes de cuisine, savoir faire tel ou tel trick avec un skateboard ou de l'aquarelle ou d'autres activités. C'est simplement d'avoir le sentiment d'évoluer, de déployer notre élan justement à créer, apprendre, et de faire quelque chose de plus grand que nous. Et donc, là où ça ramène à Spinoza, c'est ce qu'il disait. Il disait, finalement, ce qui nous empêche de changer, bien sûr, il y a toutes nos habitudes, nos représentations, nos imaginaires figés. Bien sûr, il y a nos peurs de... J'anticipe, avec mon appréhension intrinsèque, ontologique à l'être humain de la perte et mon aversion à la perte. Mais il y a aussi l'absence de connaissance de notre propre désir. On ne sait pas ce qu'on veut. Donc on décide de choses tactiques, du quotidien, plutôt que d'essayer de faire ce travail d'approfondissement, de dire, au fond, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que nous souhaitons, et comment je formalise ce projet pour se dire, est-ce qu'on fait ça ensemble ou non? Faire société, c'est se mettre d'accord sur le fait on crée quelque chose de l'ensemble. On peut plus se rattacher à nos anciens outils ou nos anciennes représentations du monde. Et donc ça nous amène, et c'est plutôt à mon avis une très bonne nouvelle, une belle nouvelle enthousiasmante, à nous questionner sur quel est notre désir profond. Alors il y a un ouvrage que j'adore, qui est assez vieux, qui est un livre de Kevin Kelly, qui est l'ancien rédacteur en chef de Wired, qui a écrit un livre qui s'appelle Out of Control. Et dans ce livre, il parcourt en fait des champs qui ont l'air d'avoir aucun lien, la robotique, la restauration d'une forêt après un incendie, les mouvements de foule, des phénomènes économiques, etc., etc. Le déplacement d'un essaim d'abeilles. Et à partir de cette analyse, qui est en plus drôle, vraiment fine et subtile, il propose en fait une clé de lecture de la complexité qui est assez explicite dans le titre, hein, Out of Control, et notamment, pour ceux qui n'auraient pas le courage de lire l'intégralité de ce livre, dans le chapitre 24, dernier chapitre du livre, il propose les 9 lois de Dieu. Il dit, si vous aussi, vous voulez être un apprenti sorcier et créer un monde complexe à partir de rien, vous avez à respecter ces 9 principes et qui nous donnent des clés de lecture absolument savoureuses sur la complexité. Ça, c'est un livre que je trouve remarquable, qui est d'ailleurs disponible en open source sur le site de Kevin Kelly, très facile à trouver, kaka.org, c'est vraiment très précieux. Après, mon rêve, ce serait de faire un mix ou de faire se rencontrer plein d'auteurs vivants ou non qui
nous permettent d'avoir des clés d'entrée différentes. À la fois lire les quelques textes fondamentaux de la prospective avec notamment les textes introductifs à la notion de prospective de Gaston Berger de 1957, et des collectifs qui l'ont accompagné, les fondamentaux de l'école de Palo Alto, y compris des livres là aussi extrêmement humoristiques, mais qui nous permettent de poser un regard différent. Par exemple, le livre de Paul Václavic qui s'appelle Comment faire son malheur soi-même. C'est drôlissime, et en même temps d'une subtilité sur notre compréhension de notre rigidification interne et nos biais cognitifs sur notre manière d'appréhender la complexité autour de nous me paraît savoureuse. On peut parler évidemment de Edgar Morin et d'autres. Et après, j'ai une affection toute particulière pour Ivan Illich et la convivialité, qui me paraît proposer une clé de lecture fascinante pour les collectifs aujourd'hui, avec cette polysémie du terme convivialité, qui connecte à la fois l'élan collectif, l'encapacitation et le low-tech. Et donc, pour moi, Ivan Illich est plus que jamais l'auteur du XXIe siècle. L'encapacitation, je reprends simplement les idées d'autres penseurs et penseuses brillantes, mais en lien avec la question de l'élan. L'encapacitation, c'est avant tout retrouver et se nettoyer c'est retrouver son élan et se nettoyer de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre élan profond. Et c'est pour ça que Ivan Illich dit que le vélo est un outil convivial, parce que simplement, comme je peux appréhender d'une façon assez simple comment il fonctionne, je vois la transmission, la chaîne, les roues, etc. Et donc, je me sens en capacité d'agir. Et donc, le vélo me permet de me sentir agissant, en capacité de créer, et passer comme dirait Patrick Vivray, de l'ouvrier à l'œuvrier. Tous les êtres humains sont dotés d'un élan profond, de désirs profonds, qui sont parfois empêchés par des éléments extérieurs. Se réencapaciter en se nettoyant de tous ces empêcheurs d'agir, et bien, ça me permet d'être profondément moi-même, du coup d'être dans une relation plus sereine avec les autres, moins violente, et de créer ensemble. Et c'est, je crois, au cœur de ce qui nous permettra de créer un monde en commun, d'atteindre potentiellement un jour les objectifs de développement durable de l'ONU, et du coup d'être une espèce non violente aussi vis-à-vis du reste des espèces qui sont présentes sur la Terre. Connaître, c'est aimer, c'est naître avec, oui, et c'est donc forcément aimer et connecter au désir.